Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la première tournée nationale autour des questions de santé mentale. Elle est portée par Aude Célie. Elle est fondatrice de cette tournée nationale et auteure d'un ouvrage et d'une pièce de théâtre. On va en parler avec elle dans quelques instants. Le grand entretien, le travail ne paie plus assez. On va revenir évidemment sur ce livre passionnant écrit par Antoine Fouché, Sortir du travail qui ne paie plus, édition de l'Aube. À la fois un diagnostic implacable sur la situation des salariés et de leur niveau de vie, et puis des propositions concrètes qu'on découvrira dans quelques instants avec notre invité, donc Antoine Fouché, auteur de ce livre. Et le livre de Smart Job, 50 conseils pour retrouver l'énergie, écrit par Daniel Penel et Guillaume Demegret, conférencier, co-auteur du livre. On fera le point avec lui sur les outils, les tips concrets. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la santé mentale et j'ai envie de dire de la prévention en santé mentale parce que je sais que ça tient à cœur à Aude Célie. Bonjour Aude. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau. Vous étiez venu il y a 3 ans nous présenter votre livre qui était le fruit de votre histoire douloureuse, autopsie d'un burn-out. Vous êtes aujourd'hui conférencière, coach pour des femmes, pour des étudiants. Vous intervenez en entreprise et fondatrice de cette tournée nationale de la santé mentale. Et je précise qu'une pièce de théâtre a été créée, elle a tourné, elle aussi. Oui. Votre vie pardonnez-moi, mais a été bouleversée totalement depuis le drame. Ouais. Vous en avez fait une force de ce drame. Ouais. On parle souvent du mot résilience et je suis une femme résiliente, c'est vrai. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais au fin fond puisque j'ai voulu partir. Et aujourd'hui, je suis devant vous et puis j'agis au plus près et le plus activement possible pour faire de la prévention. Vous avez utilisé le très bon terme, effectivement. Il ne faut pas attendre que la dent soit carriée pour la soigner. Non, et malheureusement, la prévention tertiaire, on s'y connaît beaucoup en France, malheureusement. La prévention, on n'en fait pas assez sur ces enjeux de santé mentale ? Non, parce qu'on est en 2025 et on n'a jamais autant parlé de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, le sujet n'est toujours pas réglé et même les chiffres montrent que ça prend de l'ampleur, au contraire. Alors, vous avez décidé de prendre le sujet à bras-le-corps à travers votre histoire et puis nourri évidemment de tout ce que vous avez vécu depuis. Vous avez décidé de lancer cette tournée nationale. Alors, tournée, il y a un petit côté show business. Il y a un côté, on passe de zénith en zénith. Est-ce que c'est ça l'esprit ? C'est de toucher le plus grand nombre partout en France ? Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est l'ambition. L'ambition, c'est que c'est une pièce qui a déjà été jouée il y a quelques années et qui a remporté beaucoup de succès puisque la note est sur 10 sur 10. Et d'ailleurs, c'est un des commentaires qui m'a poussé à faire une tournée parce que c'est une pièce qui est forte. C'est une pièce qui parle au-delà de mon histoire. Bien-être au travail. Bien-être et avec le N-A-I-T-R-E. Exactement. Joué par des comédiennes. Il faut préciser que c'est incarné par des actrices professionnelles. Oui, ce n'est pas moi qui joue. L'objectif, c'était vraiment d'une pièce mise en scène par un metteur en scène. Exact. C'est vraiment une pièce qui est faite pour être un outil. On manque d'outils, honnêtement, aujourd'hui. Les managers ou même les entreprises se posent la question. Et cette pièce, elle est faite pour une prise de conscience individuelle, mais aussi collective. Quand même, Aude, elle raconte une partie de votre histoire parce que cette pièce, elle est un peu de vous. Elle raconte mon histoire. Elle raconte votre histoire. C'est le livre mot pour mot. C'est la mise en scène qui est différente et qui la met en valeur. Quand vous regardez cette pièce et quand vous allez la faire tourner dans cette tournée nationale, à travers des théâtres, à travers des lieux, peut-être des entreprises, des services publics, c'est un sujet. Elle vous fait encore vibrer, vous vous retrouvez encore vous ressentez l'émotion à chaque fois. C'est pas que c'est terrible, mais en fait c'est justement, on est en train de parler du plus important, c'est l'émotion. Et c'est l'émotion qui marque. Ce livre, je l'ai écrit en 6 jours, donc le livre est brutal, et la pièce est aussi très brute. Donc il y a quelque chose qui se crée, qui fait qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Concrètement, là aujourd'hui, les conseils que vous donnez quand vous intervenez, vous commencez par raconter votre histoire, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en situation de tension, puis d'agressivité, voire même de moments où on dit je démissionne, je pars en arrêt maladie. C'est quoi les conseils que vous donnez aux managers que vous rencontrez ? Et collaborateurs. Ça paraît assez simple en soi, mais justement c'est ce que crée la pièce, comme quand j'interviens finalement dans des entreprises, c'est le fait de parler.
Mettre des mots. Mettre des mots. On est sur un sujet, quand on parle de burn-out, de tout ce que vous voulez dans ces termes-là, on parle que d'une seule chose, c'est le stress chronique. Le stress chronique a des effets sur notre corps. Donc on a des symptômes. Donc comme on a des symptômes, ça s'entend. Je dis souvent qu'il y a 4 angles pour éviter d'avoir un burn-out ou des cas de burn-out dans les entreprises. Il y a l'observation, puisque ça se voit une personne qui est en train de se dégrader. Les signaux faibles. Exactement. Vous avez l'écoute, parce que les gens parlent, commencent à dire justement j'ai envie de partir, etc. Vous avez le lien social, parce que c'est grâce au lien social qu'on tient le coup, et le fait de libérer la parole. Et la pièce de théâtre, c'est fait pour ça, libérer la parole et avoir plus de facilité de prendre conscience pour soi et avec les managers et l'entreprise. Avant de nous quitter, vous avez déjà organisé la tournée, elle est concrète, vous avez toutes les dates. Alors, on a Donnez-nous déjà quelques dates là, importantes. Alors, on a déjà le plus important, c'est le lancement qui sera le jour de la Journée mondiale de la santé mentale, donc le 10 octobre 2025. Donc, ce sera la Journée mondiale de la santé mentale au travail. Ça va avoir beaucoup d'impact, puisque le but du jeu, c'est d'avoir des salariés, des entreprises, des partenaires, des mécènes. Je suis à la recherche de soutien, donc qu'on n'hésite pas à me contacter pour m'aider là-dessus. Donc de soutien pour pouvoir aussi financer cette pièce et faire vivre les comédiennes parce qu'elles vont devoir se déplacer. Il faut rémunérer évidemment, ils sont j'imagine intermittentes du spectacle. Bien-être au travail, contacter l'autrice, celle qui a traversé des moments extrêmement difficiles, Aude Célie. C'est facile en LinkedIn j'imagine pour aller à votre rencontre. Entre autres. Aude Célie, allez à sa rencontre et peut-être aller voir sa pièce. Merci Aude d'être venue nous rendre visite. Bien-être au travail. Évidemment joué par des comédiennes, c'est votre histoire et mise en scène par un metteur en scène professionnel. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, place à notre débat, le cercle RH, le débat de Smart Job pour s'intéresser au travail. Et un grand entretien aujourd'hui avec un auteur. Il vient régulièrement sur notre plateau, il s'appelle Antoine Fouché, il a été conseiller et expert sur ces questions de travail. Sortir du travail qui ne paie plus, édition de l'Aube. Il vient nous parler de son livre, c'est un livre passionnant et je l'accueille juste après le jingle. Le Cercle RH est un livre passionnant au cœur des enjeux de notre émission. Sortir du travail qui ne paie plus, édition L'Aube, écrit par Antoine Fouché. Bonjour Antoine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes venu régulièrement sur ce plateau et je voudrais dire que j'ai pris plaisir à lire ce livre. Alors on va le dire, c'est pas de la littérature, c'est un livre d'érudit extrêmement documenté qui diagnostique historiquement l'histoire de notre travail avec un tiers du livre qui est constitué de propositions très concrètes. On va y revenir dans quelques instants, à se demander d'ailleurs si vous, Antoine Fouché, vous ne briguez pas un poste de président de la République ou de ministre du Travail. Peut-être. Vous êtes président aujourd'hui de Quintet Conseil, vous avez été conseiller auprès de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Ce livre est très riche. Commençons par le début. Vous dites quelque chose qui est très intéressant, et c'est le titre du livre. Le travail ne paie plus, et pourtant, en 1 heure de travail, on n'a jamais pu autant s'acheter de choses qu'il y a 40 ans. À 1 heure de travail égale, on ne s'achète plus la même chose aujourd'hui. C'est très paradoxal. Ouais. Il ne paie plus ce travail ou il paie encore un peu ? Les deux, mais les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'il n'a jamais autant payé, au sens où, comme vous venez de le dire, avec 1 heure de travail ou 1 semaine ou 1 mois ou 1 année de travail, on ne s'est jamais acheté autant de choses. Aujourd'hui, alors à l'exception notable du logement quand même, mais je donne l'exemple par exemple dans le bouquin d'1 heure du prix de l'essence, qui est quand même quelque chose d'assez symbolique. Avec 1 heure de travail au SMIC, on achète 3 fois plus d'essence qu'il y a 30 ans. Donc de ce point de vue-là, le travail n'a jamais autant payé. Mais ce qui est nouveau et ce qui permet aussi de dire que le travail ne paye plus, c'est que ça progresse plus. Et on part de plus haut, mais ça progresse plus. Et c'est ça la nouveauté de notre époque, c'est que chaque époque ou chaque génération, depuis 45, vivait mieux que la précédente. Exact. Il y avait cette promesse-là. Et il y a cette promesse-là de, grâce à son travail, améliorer son niveau de vie. Ça a été vrai pendant 60 ans. On s'est dit souvent, oui, mais ça c'est un truc de 30 glorieuses, il ne faut pas avoir la nostalgie des 30 glorieuses et tout. Non, non, non. Le travail qui paye et qui permet, au sens qui permet d'améliorer son niveau de vie année après année, ça a duré 60 ans. C'est pas un truc de 30 glorieuses, c'est un truc de 2 générations. Ça va être quoi, 2000 ? Ouais, à la fin des années 2000, la crise de 2008-2010. Et depuis 15, donc c'était 5% de progression du pouvoir d'achat pendant 30 ans, puis après 2%. Puis depuis 15 ans, on est à moins de 1%, 0,8% par an. Et à ce rythme-là, il faudrait bosser 84 ans pour vivre 2 fois mieux.
C'est-à-dire 2 fois plus longtemps que les 30 dernières années et 5 ou 6 fois plus longtemps que sous les 30 glorieuses. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que le travail ne paye plus, c'est-à-dire au sens précis où, pour la majorité des gens, travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie matériel. Ce qui fait dire aux gens qu'aujourd'hui, le travail ne paie plus et qu'ils n'arrivent plus à vivre dignement parce qu'il n'y a plus cette promesse de faire mieux que ses parents. Parce qu'il y a toujours cette idée Et c'est exactement ça, on le voit, c'est dans les statistiques. Alors ce que je dis, c'est étayé, vérifiable par chacun, c'est les statistiques de l'INSEE, les séries longues qui sont disponibles en ligne et que chacun peut consulter. Mais et ça, c'est les statistiques objectives, enfin c'est la mesure de l'évolution du pouvoir d'achat depuis 1949 dans les statistiques de l'INSEE. Mais c'est ce que disent aussi les enquêtes, c'est-à-dire c'est non seulement les faits, mais c'est aussi le ressenti des gens, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire dans les enquêtes, entre 60 et 70% des gens considèrent aujourd'hui que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est la première fois d'une génération à l'autre que enfin, depuis la guerre, évidemment, parce que quand il y a de la guerre, c'est différent. Mais depuis 1945, qu'une génération sait qu'elle va vivre sans doute moins bien, ou en tout cas pas mieux que ses parents, peut-être moins bien. Et la deuxième rupture, c'est qu'elle va travailler plus longtemps. Plus longtemps. Et on ouvre le débat, je ne veux pas l'ouvrir trop vite, mais François Bayrou l'a fermé, puisque le fameux conclave évoquait sans tabou ni totem le sujet. Bon, il a fermé la porte, on reste à 64 ans, ce qui agace assez considérablement tant le MEDEF que les syndicats salariaux. Je ferme la parenthèse. Dans le livre, il y a 2 sujets qui m'ont passionné. Un, parce qu'on le traite ici régulièrement sur des experts, des coachs qui nous parlent de le salarié aujourd'hui, ce n'est pas le salaire qu'il cherche, c'est le sens au travail. Et dans le livre, vous consacrez 3 ou 4 pages précises où vous dites globalement, comme l'idéal du salaire a disparu et qu'on ne peut pas gagner sa vie dignement avec son travail, globalement, on va se tourner vers le sens. Ouais. Parce que faute de salaire, on va aller chercher du sens. Les nouveaux, c'est-à-dire que j'essaye de montrer, c'est que les nouveaux rapports au travail dont on parle beaucoup, ils ne tombent pas du ciel. Investissement existentiel dans le travail. Exactement. Je propose une typologie de 3 nouveaux rapports au travail, mais tous liés à la fin de la promesse du travail qui était de vivre de mieux en mieux en travaillant de moins en moins. Ce qui a été quelque chose de vrai pendant 60 ans. Mais du point de vue de l'individu, je viens tout de suite sur le sens au travail, mais du point de vue de l'individu, c'est quand même une représentation pour la majorité des gens qui change tout. Parce que pendant 60 ans, on pouvait se dire, dans 10 ans, je vivrai mieux en travaillant moins. Exact. Et ça a été vrai pendant 60 ans. Ce n'est pas un discours de gauchiste. C'était la réalité de l'économie européenne et française pendant 60 ans. Dans 10 ans, je vivrai mieux en travaillant moins. Aujourd'hui, l'horizon est bouché. On ne peut plus se dire ça. Non, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est dans 10 ans, je vivrai à peu près pareil et sans doute en travaillant un peu plus. Et donc ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur le rapport au travail. C'est impossible d'avoir le même rapport au travail quand vous vous dites dans 10 ans, je vivrai mieux en travaillant moins ou dans 10 ans, je vivrai pareil en travaillant plus. Ça change tout. Donc il y a me semble-t-il, 3 manières de réagir. En fait, les nouveaux rapports au travail, c'est des manières de réagir à cette nouvelle réalité du travail. C'est la résistance. On se dit non, moi je veux pas me faire avoir, je serai pas dans cette génération qui va travailler plus, etc. Et ça, c'est par exemple ce qu'on voit dans les manifs contre le report de l'âge légal à la retraite ou l'explosion des arrêts maladie. Ouais. Après, vous avez le deuxième manière de réagir, c'est la relativisation du travail. Si le travail n'est pas central dans ma vie, si le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, il ne sera pas central dans ma vie, ou en tout cas, il ne sera pas central comme il était central pour mes parents. Il est à côté. Il est à côté. Ma vie, c'est ma vie privée, et le travail est un moyen de s'épanouir dans la vie. On est en plein dedans, qui est ailleurs. Et le sens, l'investissement existentiel ou le sens au travail, c'est si le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, alors au moins qu'il ait un sens, au moins que je sois fier de ce que je fais. Et il y a 20 ans, les jobs qui n'avaient peut-être pas beaucoup de sens, où dans le sens principal était de vivre de mieux en mieux année après année, c'est-à-dire on achetait la question ou l'absence de questionnement sur le sens de ce qu'on faisait par une bonne rému. Exact. Ça, comme il y en a beaucoup moins, ça marche plus. Et donc, du coup, on devient beaucoup plus exigeant en se disant à quoi ça sert de travailler 35, 40, 50, 60 heures par semaine si c'est plus l'argent. Alors c'est quoi? Et c'est forcément, une des réponses possibles, le sens. Le sens, à quoi je sers? Je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi, qui était là avant moi, qui restera après moi. La lutte contre la transition, contre le réchauffement climatique. Que vous évoquez dans le livre, je précise. L'indépendance européenne, un monde, je vais le dire de façon encore plus simple, un monde meilleur pour mes enfants, etc., etc. Mais ça devient le driver, parce que le driver ne peut plus être l'argent. Antoine, il y a un autre sujet que vous soulevez dans le livre, d'une manière comme ça, sans vraiment être dit, et tout en étant écrit d'ailleurs, la France serait plus un pays d'héritiers ou de rentiers
qu'un pays de personnes qui travaillent. Le chiffre est très simple. Pour 100 €, quand on travaille, on en garde 54. C'est votre livre. Hein. Ouais. On investit 100 €. Quand on investit, on en garde 70. Et pour les retraités, 100 €, c'est 86 € qu'ils gardent. Et pour les héritiers, c'est 94. Et héritiers, 94. Tout est dit. Là, le travail ne paie pas. C'est un choix français, parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels, par exemple l'Allemagne, c'est pas quand vous gagnez 100 € en travaillant, en Allemagne vous en gardez 66 et pas 54. Et c'est un choix français aussi maintenant, parce qu'il y a 30 ans, quand vous travaillez en France et que vous gagnez 100 € en travaillant, vous en gardiez 60. Il y a 50 ans, vous en gardiez 69. Donc c'est un choix français dans l'histoire contemporain de faire taxer le travail. De taxer le travail. Donc le fait que le travail est moins rémunérateur d'abord qu'avant, par rapport aux gens qui travaillaient avant en France, et par rapport aux autres types de revenus qui sont l'héritage, la rente et les retraites. Alors évidemment, on peut contester les comparaisons de plein de manières en disant mais les retraites c'est du salaire différé, etc. Donc il y a plein de nuances à apporter, mais ça prouve, enfin me semble-t-il, ça montre quand même que on a fait un choix français, collectif, qui est de moins rémunérer le travail qu'avant, et que par rapport à d'autres sources de revenus. Et ça, pour le coup, on le paye très fort aussi, parce que l'une des raisons, me semble-t-il, si les gens, ce qui reboucle par rapport à l'actualité, si une bonne partie des Français ne veulent pas travailler plus, c'est parce qu'avec 2 ou 3 ans de plus de travail, ça changera rien. Ça va pas beaucoup améliorer. Ça changera rien, et pour les enfants, et pour eux-mêmes. Et donc, du coup, à quoi bon? Surtout qu'avec l'énorme niveau de remplacement qu'on a des retraites, ils vont pas tellement perdre à la retraite. Donc, à force de rendre le travail peu rémunérateur par rapport à tout le reste, il n'y a pas d'intérêt financier à travailler. Quelques propositions. Beaucoup moins qu'avant. Dans votre livre, vous en faites très concrètes. Quelques-unes sont orthogonales. Passer une TVA avec les 4 niveaux de TVA à 13,4 en moyenne, parce que vous dites finalement c'est un impôt assez injuste paradoxalement, qui recréerait du Made in France. Première proposition. Vous dites assez clairement on touche aux héritages pour au-delà des 500 000 € par personne, qui représentent quand même des... On touche aux riches, pour le dire simplement, aux très riches, et on baisse les cotisations salariales. Ça, ce sont vos propositions. Il faut, pour que le travail paye à nouveau, il y a le long terme, le court terme. À long terme, il faut réindustrialiser et rattraper notre retard en matière de compétences. Mais ça prend 20 ans. Quand on raconte pas de crack aux gens, ça prend 20 ans. On s'est désindustrialisé depuis 40 ans. On mettra au moins 20 ans à se réindustrialiser. En matière de compétences déjà. Et les compétences, pareil. La très bonne réforme sur le dédoublement des classes de CPCE1 de 2017, on verra les effets sur le marché du travail en 2030-2035. Donc ça prend 20 ans. Et on peut pas dire aux gens, vous savez, cette fois-ci, le pouvoir d'achat, on prend la question au sérieux, mais la réponse, c'est pour dans 20 ans. Ça, c'est pas possible. Alors, pour des raisons politiques, me semble-t-il. Et donc, il faut aussi du court terme. Et à court terme, ça, c'est du court terme, ça. Et ça, c'est à court terme, c'est ce que vous avez rappelé. La seule manière de faire que le travail paye plus, c'est de réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net. Voilà. C'est assez simple. Tout le monde n'a pas conscience de l'écart entre ce qu'il gagne et ce qui lui reste. Voilà, c'est en moyenne 54, ça fait en moyenne un écart de 1 sur 2. Donc quand vous avez 2500 € qui vous arrivent sur votre compte, quel est le salaire moyen français, ça veut dire que vous avez dû travailler pour en gagner 5000. Pour en avoir 2500, vous en avez gagné 5000. Et donc ce qu'on peut faire, c'est réduire cet écart entre les 5000 et les 2500. Alors pas 5000, hein, évidemment, mais 10 points de cotisation, c'est-à-dire que celui qui est à 5000, il passerait à 2800. Et ça coûte à peu près une centaine de milliards d'euros. C'est un Big Bang de 100 milliards. C'est un Big Bang de 100 milliards en faveur de la Big Bang populaire, en faveur du travail à hauteur de 100 milliards d'euros. Pourquoi 100 milliards? Parce que ça fait 10 points de cotisation, un point de cotisation sur les 20 millions de salariés, plus les 5 millions de fonctionnaires, plus les 3 millions d'indépendants libéraux et chefs d'entreprise. Ça fait en tout 28 millions de personnes, et ça, un point de cotisation en moins sur ces 28 millions de personnes, c'est 10 milliards. Mais Antoine Fouché, pourquoi on ne le fait pas? Excusez-moi, pourquoi on le fait pas? Parce qu'il y a un consensus anti-travail dans le pays. Alors une fois qu'on dit ça, mais il les provoque. Mais en fait, quand on rentre dans le détail de quelles sont les alternatives à cette taxation du travail, on voit que de dire qu'il y a un consensus anti-travail est en fait factuel et pas provocateur. Quelles sont les alternatives? Vous les avez citées. Les rentiers, ça veut dire, si on veut que le travail paye plus, il faut prendre moins à ceux qui gagnent leur argent en travaillant et plus à ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant. Donc c'est qui ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant? Héritage, rentier, immobilier. Exactement. Rente, immobilière et financière.
Héritage, retraité. Une fois qu'on a dit ça, retraité, je vous fais pas un dessin. Alors retraité aisé, mais il y a une forme de solidarité intragénérationnelle qui fait que dès qu'on demande un effort aux retraités, c'est très compliqué électoralement. Sur les 15 dernières années, les retraités, c'est un votant sur 2. Donc il y a une forme de droit de veto intergénérationnel. On n'y touche pas. Voilà. Mais ça, c'est pas la classe politique, c'est les Français. Pareil sur l'héritage, 82% des Français sont opposés à l'augmentation des droits de succession, même si en fait on pourrait baisser les droits de succession sur 90% des gens, les augmenter que sur les 10% les plus aisés ou les héritiers les plus chanceux à partir de 500 000 euros par personne. Donc une famille de 2 enfants, c'est 1 million d'héritages. Ça va. Voilà. Et comme vous dites, ça va. On ne deviendrait pas un pays confiscatoire si on augmentait les taux là-dessus. Mais là, en fait, les Français n'ont pas conscience d'à quel point le patrimoine est concentré dans le pays. Et puis, les rentiers, là, c'est vrai que là, il y aurait un peu plus de consensus en disant on pourrait augmenter un peu le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, les plus-values d'actions. Mais si vous allez sur les revenus fonciers, c'est-à-dire les revenus locatifs, là, déjà, tous les gens qui sont propriétaires, qui louent le logement, se disent ah bah non, il ne faut pas augmenter, etc., etc. Donc ça fige en fait les initiatives. En fait, ça fige, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va dire ah non, on ne touche pas aux retraités, on ne touche pas aux héritiers, et les rentiers, peut-être un peu les rentiers de la finance, mais pas les rentiers de l'immobilier, c'est les travailleurs qui payent. Et c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, et c'est pour ça que c'est factuel de dire que nous préférons taxer le travail 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites et 1 fois et demie plus que la rente, et c'est un choix national français. La France est donc un pays de rentiers. La France est en train de redevenir un pays d'héritiers et de rentiers. Phrase du général de Gaulle. On l'a pas toujours été, hein. Il y a 50 ans, c'était pas vrai. C'est exact. Il y a un vrai débat quand même sur savoir si on doit faire peser notre modèle social sur le travail, puisque c'est un sujet qui est soulevé par plusieurs experts, et vous le soulevez. Cette petite phrase que j'ai prise de votre livre, qui est géniale, du général de Gaulle, ce qui est salutaire pour la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion, ni sans perte dans l'élection. En fait, on est quand même aussi prisonnier du court-termisme de la classe politique. Ouais. Et c'est assez symbolique que cette phrase-là soit la dernière des mémoires du général de Gaulle, comme si c'était un testament à ses successeurs, en disant si vous voulez travailler pour l'intérêt général, le long terme de la France, il faut avoir le courage de faire des réformes impopulaires, parce que c'est ces réformes-là qui rendront la France plus forte. Et ce que vous perdez à court terme, les livres d'histoire vous le rendront à long terme. Lisez ce livre. Alors vous remerciez d'ailleurs l'ancien patron de la CFDT. Qui est le directeur de la collection. Voilà, Berger. Laurent Berger. Laurent Berger, vous le remerciez en disant qu'on n'est pas toujours assis du même côté de la table dans les négos, mais là, il vous a édité, il faut juste le signaler. Lisez ce bouquin. Sortir du travail qui ne paie plus. Livre passionnant, comme l'est d'ailleurs Antoine Fouché sur ce plateau. Merci Antoine. Merci Arnaud. C'était un vrai plaisir. On tourne une page et on invite notre invité avec un livre de Smart Job. Alors c'est un autre livre sur les conseils pour trouver de l'énergie, parce que évidemment, à force de travailler plus, il faut beaucoup d'énergie. Et on accueille notre invité. Le livre de Smart Job, pour terminer notre émission, 50 conseils pour retrouver l'énergie. Oui, on va travailler beaucoup plus, il va falloir avoir beaucoup d'énergie. Écrit par Denis Penel, évidemment, j'ai écorché son nom. Il est déjà venu, il y a 3 ans, nous présenter un livre, me semble-t-il. Le précédent livre qui s'intitulait « Travail, la soif de liberté ». Et Gilonne de Maigret, que je salue, qui est le prénom féminin de Gilles en breton. Exactement. Comme ça, j'ai rectifié l'erreur de prénom. C'est un livre passionnant parce que les journées sont longues, fastidieuses, dites-vous, et c'est un guide complet pour recharger les batteries. Ça commence, ce livre, par un autodiagnostic. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous lisez ce livre, qui est très bien fait d'ailleurs, vous autodiagnostiquer. Ces 2 éléments sont-ils suffisants présents dans votre vie personnelle? Moyenne de questions entourées. La liste ci-dessous, les 2 éléments qui sont pour vous les plus générateurs de tension. Ambiance conflictuelle, critique de proposition. Et ça dure sur plusieurs pages et ça permet de faire un diag. Qu'est-ce qui vous a pris avec Gilonne, Denis? Vous êtes dans le management, vous faites de l'accompagnement, vous faites du conseil. C'est très corporate. Et là, vous dites non, on va s'intéresser à l'énergie. Pourquoi ? Alors l'énergie au travail, c'est vraiment l'originalité de ce livre. Il y a énormément de livres de développement personnel sur comment générer son énergie, mais à titre individuel. C'est vrai. Et là, on a voulu aborder le sujet dans le cadre du travail. Et pourquoi ? Parce que le travail est devenu extrêmement énergivore, consommateur d'énergie. On parle aujourd'hui de grosse fatigue. Vous avez à peu près 25% des salariés français qui vous disent qu'ils sont en situation
quasiment d'épuisement professionnel. Donc il y a une vraie fatigue existentielle dans le monde du travail qu'il faut traiter. Et l'énergie, évidemment, est la solution. Et quand on regarde les facteurs, en fait, de cette fatigue, il y a 3 mots-clés qui apparaissent. 1, c'est l'accélération des rythmes de travail. Aujourd'hui, il faut faire tout plus vite avec des délais de plus en plus courts. 2, c'est l'intensification des tâches. Si vous prenez une description de poste aujourd'hui et vous la comparez à une description de poste pour le même poste il y a 10 ou 20 ans, vous verrez que la liste des tâches à effectuer, la liste des responsabilités s'est accrue de façon exponentielle. Et enfin, dernier facteur qui explique cette consommation d'énergie beaucoup plus élevée dans le travail, c'est la fragmentation des tâches. Aujourd'hui, si vous voulez vous concentrer pendant 1 ou 2 heures d'affilée, c'est quasiment impossible. Vous êtes interrompu sans arrêt, ce qui rend le travail de plus en plus pesant et la charge mentale excessive dans votre cadre professionnel. Et la difficulté de se concentrer. Recharger vos batteries, trouver le bon équilibre, et ça je trouve ça intéressant, je vais un peu à la fin, entre le repos et l'effort. Vous nous dites, globalement, les journées sont longues, on travaille beaucoup, mais de toute façon, le corps humain n'est pas fait pour travailler sur une très longue durée sans arrêt, sinon il n'est pas performant. Donc vous nous donnez les tips et les outils pour trouver cette espèce d'équilibre entre le moment où on se ressource et le moment où on va produire. C'est bien ça? Tout à fait. Mais alors, c'est aussi paradoxal, parce que vous dites que les journées de travail sont longues, c'est vrai. En même temps, on n'a jamais aussi peu travaillé. Si vous regardez la durée légale du travail, elle essaie de se réduire au cours de ces 20-30 dernières années. Ce qui a changé, c'est l'intensification, encore une fois, du travail, la charge mentale que l'on ressent dans le monde du travail, parce qu'il y a cette pression permanente, parce qu'il y a cette rapidité, ces flux. Et donc, effectivement, tout ça est consommateur d'énergie. Et il faut vraiment faire attention sur les façons de récupérer cette énergie, de la générer, de la diffuser autour de soi. Et effectivement, c'est pour ça qu'en début du livre, on a fait ce petit questionnaire qui est très riche, diagnostic sur ce qu'on appelait ce qui me porte, ce qui me pompe. C'est vrai que dans le travail, il y a des tâches, vous vous levez le matin, vous dites ça, je suis super motivé, je vais faire ci, soit je vais rencontrer quelqu'un, soit je vais travailler sur une note. Inversement, vous dites oulala, je dois faire ma compta, il faut que je fasse mes notes de frais. Là, vous voyez, le niveau d'énergie retombe déjà. Je vois bien. Oui, genre, vous parlez à qui, Denis et Gilles? Vous vous intéressez aux collaborateurs, vous parlez aux managers, vous parlez aux indépendants, parce que vous parlez des notes de frais, c'est plutôt vrai pour quand on a une PME ou quand on est indépendant. À qui vous parlez? Malheureusement, à tout le monde, à tous les actifs sur le marché du travail, parce que à tous les niveaux de la hiérarchie, il y a ce sentiment de fatigue. Que vous soyez un dirigeant d'entreprise, vous avez aujourd'hui une telle responsabilité sur vos épaules qu'effectivement, ça vous demande beaucoup d'énergie, surtout dans notre contexte franco-français. Vous êtes manager intermédiaire, alors là c'est le pire parce que vous êtes entre l'enclume et le marteau, la direction vous dit de faire ça, et puis par en dessous, il y a vos équipes qui vous poussent et qui vous challenge, et puis tous en tant que tels, en tant qu'individus, qu'on soit salarié ou travailleur indépendant, cette pression est très forte. Et c'est lié aussi à un autre facteur qui est la montée de l'individualisme au travail. Autrefois, on pouvait se reposer sur les collectifs. Il y avait des syndicats, il y avait des organisations au sein des entreprises, il pouvait y avoir des syndicalités. Là, on est seul. Et là, on est seul, on est dans cette théorie, si je puis dire, du culte de la performance individuelle. Aujourd'hui, tout repose sur nos épaules. C'est nous qui devons réussir. Les politiques de ressources humaines aussi se sont basées sur des objectifs individualisés, des politiques de rémunération individualisées. Donc en fait, on a vraiment individualisé la relation de travail, ce qui fait qu'on est responsable soi-même de sa propre réussite et donc encore une fois une pression d'autant plus forte car le collectif ne joue plus son rôle. Livre disruptif puisqu'on traite des enjeux d'énergie dans le collectif au sein de l'entreprise et ça c'est nouveau. Denis Penel et Gilonne de Maigret, auteur et autrice de ce livre 50 conseils pour retrouver l'énergie, édition Erol, faut-il préciser l'éditeur. Merci à vous Denis, merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci pour vos messages, vos réactions, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Alexis au son et merci évidemment à Nicolas Juchat accompagné de Juliette. Je vous dis à très bientôt, bye bye.